but it's mostly about the question of the rights of prisoners, and which is also related by built structures which allow societies to separate a part of the population which and to exclude them from the society processes, and it's very. But I think I see a little bit panic in the. We will switch the language en français. Non, c'était juste parce que l'un des derniers intervenants, Rocha Paez, Blanche, a travaillé sur la question du design des prisons. Donc, on a un lien de direct entre la question de construire ces lieux d'incarcération sur la question de lieux de prisonniers, de priver ces personnes de partage à la société pour des raisons. Ça veut aussi dire qu'ils sont privés de tous les droits, et c'est exactement ça sur lequel on aimerait bien discuter avec des invités sur cette deuxième ronde, où c'est aussi sur la question d'observer, être témoin et prendre parole pour ceux qui sont parfois aussi privés des droits. Donc, je suis très content que Florence Lorfer est avec nous, et j'ai découvert que vous êtes en même temps géographe. Donc, il y a des liens directs, mais surtout aussi la présidente de Prison Insider, et avec beaucoup d'expérience sur la question des développements internationaux et de la transformation des conflits dans des endroits qui font aussi part de cette nuit, donc entre autres Genève. Mais je vous donne la parole sur ces thématiques. Florence. Merci beaucoup Vera, merci Rodi. Bonsoir à tout le monde. Je poursuis en français, sinon je peux faire en anglais. Je poursuis en français. Et il y a une traduction, donc pas hyper vite. Ok. Donc pour ceux qui vont nous suivre, ça fait sens de le dire de temps en temps. Vous pouvez choisir sur le bouton interprétation une traduction anglaise. So again, you have access to English interpreting. Merci Florence. C'est bien, merci. Et bonsoir Bernard, je vois Bernard qui est là. Alors effectivement, la privation de liberté, l'enfermement, c'est le sujet principal sur lequel travaille Prison Insider, l'association que je dirige depuis quelques années après avoir pris la suite de Bernard. L'enfermement prend différentes formes. Ça peut être l'enfermement psychiatrique, ça peut être un centre pour mineurs, ça peut être la rétention administrative pour les personnes en migration, aussi pour les personnes en situation de guerre. Et l'enfermement... C'est sur ça qu'on va un peu travailler. Hein, voilà, c'est ça. L'enfermement des personnes en situation de guerre. Hein, c'est ce qu'on avait un peu convenu, je crois, Florence. Hein. Alors, en partie, ce n'est pas le sujet principal du travail de Prison Insider. Et c'est peut-être cette nuance-là que je vais commencer par expliquer, en avouant que sur l'enfermement de guerre, c'est quelque chose d'assez spécifique et d'assez complexe, mais je vais y arriver, Rudy, j'espère que ça fera sens. Mais le sujet, le mode d'enfermement sur lequel Prison Insider travaille en particulier, c'est la peine de prison, c'est-à-dire le moment où on décide, où la justice décide qu'on va priver quelqu'un de sa liberté.
Pour la peine de prison, Prison Insider base son travail sur les standards internationaux. Et c'est là qu'on retrouve les droits de l'homme, la charte des droits de l'homme, et puis des standards qui sont généraux, qui sont contraignants, comme la Convention contre la torture, comme la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et d'autres conventions qui sont plus spécifiques et qui, pour le coup, ne sont pas contraignantes. C'est le cas, par exemple, des règles Nelson Mandela, donc un ensemble de normes minima pour le traitement des prisonniers, les règles de Bangkok qui protègent les droits des femmes privées de liberté, les règles de Beijing pour les mineurs, etc. etc. La raison pour laquelle Prison Insider se concentre sur cette sous-réalité, on va dire, de la privation de liberté spécifique pour les prisonniers, c'est justement parce qu'il y a cet ensemble de normes qui est très clair, universellement reconnu et applicable pour toutes les personnes pour lesquelles on a prononcé une peine de prison. Je précise que c'est aussi valable pour les personnes qui sont en attente de jugement, ce qu'on appelle la prison préventive ou la provisoire, qui d'ailleurs devrait être limitée au minimum, qui ne devrait être utilisée qu'en dernier recours, mais qui dans la réalité est un outil largement surutilisé. Donc, le travail de Prison Insider se base sur ces normes-là et analyse, documente la réalité avec souvent des sources secondaires, avec des interviews, en se basant sur ce qui est écrit, en se basant sur les rapports, pour documenter la façon dont les droits des personnes détenues sont respectés et si les droits ne sont pas respectés, le faire comprendre de façon très claire. Et ça contribue ensuite à un outil, ça constitue ensuite un outil pour d'autres acteurs, que ce soit des journalistes, des organisations de la société civile, des gouvernements, des mécanismes, pour ensuite se saisir de cette information-là et demander à ce qu'une amélioration dans les droits soit faite. Sur la subtilité de la documentation, il faut quand même rappeler un point qui est important par rapport à la prison, c'est que l'autorisation d'entrer en prison, elle est très délicate à obtenir, alors ça dépend des pays, mais dans une grande majorité de pays, les personnes et les organismes qui ont l'autorisation de rentrer en prison sont souvent peu libres de la critiquer ou de faire sortir de l'information sur ces prisons-là. Et inversement, les personnes qui souhaitent avoir la liberté de documenter les prisons en toute objectivité ne seraient pas susceptibles d'avoir l'autorisation de rentrer en prison. Et c'est là que vient justement le rôle de Prison Insider, qui est une plateforme qui va collecter tout ce qui se dit, tout ce qui se sait, tout ce qui s'échange, pour ensuite construire une image la plus fidèle à la réalité, la plus complexe aussi, puisqu'on essaie d'amener toujours les différentes facettes. Voilà, en prison, on a quand même des visions très, très discordantes. On va avoir d'un côté l'administration pénitentiaire qui veut de l'ordre de la discipline et surtout pas de vagues. De l'autre côté, les personnes détenues qui veulent des droits et de la transparence. Et bien entendu qu'on aura d'un côté ou de l'autre des sons de cloche qui ne seront pas tout à fait les mêmes et qui valent la peine d'être entendus en les mettant un petit peu à la lumière les uns des autres et en regardant sur les faits, sur les statistiques, sur les données, sur l'agression, etc. Je dis que Prison Insider se concentre sur la peine de prison et en même temps, on est tout à fait conscient que la frontière, elle est très floue. En termes juridiques, elle ne devrait pas l'être, mais si on se penche sur la psychiatrie, une personne qui aurait commis un délit et qui serait malade mentale peut, selon le pays, soit aller dans une prison, soit aller dans un hôpital psychiatrique. L'hôpital psychiatrique sous contrainte, avec des soins sous contrainte, s'apparente très fort à une prison. La frontière est floue. Inversement, si vous êtes une personne en souffrance psychique et que vous êtes en prison, on pourra peut-être vous amener dans l'aile psychiatrique de la prison, qui d'une certaine façon sera un hôpital psychiatrique, mais qui sera à l'intérieur de la prison. La même chose arrive avec l'enfermement des migrants, ce qu'on appelle la fameuse rétention administrative. En théorie, ce n'est pas une peine de privation, ce n'est pas une peine de prison. Dans les faits, vous êtes privé de liberté. La même chose se passe avec les mineurs, etc. Sur le cas des guerres, ça se complexifie encore un petit peu, puisque en cas de guerre, on va avoir les prisons déjà existantes qui seront remplies de personnes telles qu'elles étaient avant la guerre, et puis il va y avoir des prisonniers supplémentaires. Et en termes juridiques, ça devient compliqué puisque le terme de prisonnier de guerre ne s'applique du point de vue du droit que quand il y a conflit entre deux États.
Et alors, c'est le cas, par exemple, entre l'Ukraine et la Russie. Donc là, on a pu avoir affaire à des prisonniers de guerre. Donc, il y a des conventions spécifiques qui sont les conventions de Genève qui s'appliquent pour ces prisonniers de guerre. Dans d'autres conflits, la dimension de deux États n'est pas toujours aussi facile à identifier. Si on pense à Palestine-Israël, c'est beaucoup plus complexe. Alors, formellement, symboliquement, oui, on a deux États, mais est-ce que les deux ont le contrôle? Qu'est-ce qui se passe quand il y a une puissance occupante, etc., etc. Et là, on tombe dans une dimension juridique très spécifique qui n'est pas du tout la spécialité de Prison Insider. Je pourrais vous mettre ensuite dans la conversation quelques liens vers le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui, lui, a pour mission spécifique de suivre le sort de ces prisonniers de guerre et donc qui fait de l'assistance, qui fait de la visite dans les prisons et qui fait aussi un travail de négociation auprès des différents gouvernements pour assurer les droits. Il n'empêche que dans ces distinctions juridiques, ces différentes formes de recours, etc., la réalité que ça cache, c'est qu'on a quand même des personnes derrière les barreaux et que si elles ont été emprisonnées par un État qui n'est pas le leur, elles vont être encore plus vulnérables potentiellement que ce qu'elles pourraient l'être si c'était leur propre État. Encore qu'on voit bien même quand on se penche sur des États dits de droit dont les prisons sont contrôlées, on voit bien que les conditions ne sont pas du tout enviables, mais on s'imagine que c'est encore pire. Pour donner un exemple sur le travail de Prison Insider, quand le conflit s'est intensifié ou a véritablement éclaté entre l'Ukraine et la Russie, on s'est intéressé tout d'abord au sort des prisonniers ordinaires, puisque au début, il n'y avait pas, sur les premiers jours, on n'était pas absolument au clair de savoir combien de prisonniers de guerre avaient été faits, où est-ce qu'ils étaient transférés, pas transférés. Ce qu'on savait très certainement, c'est que dans les prisons d'Ukraine, les prisonniers étaient toujours là, les évacuations n'avaient pas été faites et certaines prisons étaient tombées sous contrôle des Russes. Donc, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que le gouvernement ukrainien était en mesure de protéger les prisonniers? Est-ce qu'il y avait des transferts qui étaient faits depuis les zones qui étaient mises en danger? Et quand les prisons passaient sous le contrôle des Russes, est-ce qu'on arrivait à documenter ce qui se passait? Pour vous donner un tout petit peu une information, au début, les prisons russes, ce que nos informateurs ukrainiens disaient, c'est qu'il n'y avait aucune information qui filtrait et qu'eux s'interdisaient absolument de prendre contact, le risque étant que ça mette en danger les personnes détenues à l'intérieur, simplement d'être en contact avec les Ukrainiens. Donc, ce qui est important dans cet exemple-là sur la Russie et l'Ukraine, et je vous mettrai aussi en commentaire certains des articles qu'on a pu publier à ce sujet, comme ça vous pouvez les lire si vous voulez plus de détails, mais un principe de fond reste très important, c'est que l'État ou l'entité qui a pris le contrôle de la prison en devient responsable et donc devient directement responsable des conditions de détention pour les personnes détenues. Et là, on peut faire un pas en arrière et se dire finalement, est-ce que c'est des prisonniers de droit commun avec les règles spécifiques à la peine de prison ou est-ce que c'est des prisonniers de guerre? La théorie, normalement, voudrait que ces différentes populations soient détenues dans des lieux différents. D'ailleurs, le prisonnier de guerre, normalement, ne peut pas être poursuivi pour avoir participé à la guerre. Il peut être que détenu pour l'empêcher de poursuivre de faire la guerre, mais normalement, on ne peut pas lui reprocher d'être un soldat, on pourrait seulement lui reprocher des crimes de guerre le cas échéant, mais un petit peu plus tard. Mais dans les faits, ces populations détenues sont très souvent dans les mêmes lieux. On voit bien que les principes de séparation, ils sont rarement complètement protégés. Voilà. Peut-être je m'arrête là et je vous laisse ensuite rebondir avec des questions ou des commentaires. Je pourrais rentrer dans plus de détails sur Prison Insider, mais voilà. Merci beaucoup, Florence, et je pense que c'est intéressant à la fois de laisser la parole d'abord à Bernard et puis ensuite à Capucine, parce que je crois que nous allons faire une sorte de triangle qui va nous faire avancer, puisque Capucine va peut-être plus parler de l'approche psychiatrique. Et Bernard, pour commencer, peut-être, j'aimerais bien qu'on se concentre un peu sur Concertine hein, et l'acte de militantisme, je dirais, par rapport à cette question-là. Tu es... On t'entend pas pour l'instant, Bernard.
Ah, ah, Non. pour l'instant, on ne t'entend pas. Ah. Peut-être on résout le problème et comme nous sommes un peu tard, on va continuer d'abord avec Florence et pendant... Non, toujours on ne t'entend pas. Euh, Peut-être tu dois allumer éventuellement. Tu sors et tu rentres à nouveau, peut-être, hein. Ouais, et pendant ce temps, on continue de discuter avec Florence si elle est d'accord. Peut-être sur la question, là, on était explicite sur la question de la guerre. On va avoir une intervenante qui parle du terrorisme de l'État. Je pense, minimum, c'était un titre d'un travail. Mais la question est qu'est-ce que c'est les étapes entre une guerre, un conflit, un conflit interétatique, comment sont les potentiels de prison insider d'intervenir avec quel instrument et quel rôle là-dedans joue cette convention? Merci. Le rôle de Prison Insider, avant tout, c'est de faire connaître les réalités. Toutes les réalités, je dis parfois, c'est l'information, rien que de l'information et toute l'information. Pourquoi c'est spécifique? Parce que beaucoup d'organisations travaillent sur les droits des personnes détenues, mais font aussi un travail de terrain, ce qui est évidemment très nécessaire. Elles peuvent voilà, soit aller appuyer les personnes détenues en leur apportant des choses, en facilitant leur droit aux visites familiales. Elles peuvent aussi faire un travail de plaidoyer, de contentieux. C'est notamment le cas de l'Observatoire international des prisons section française, par exemple, sur le territoire français, qui va défendre les droits des personnes détenues très spécifiquement sur un cas. Prison Insider fait le choix de ne faire que l'information pour maintenir l'objectivité. Et c'est ce qui fait que l'information qu'on produit, elle peut être ensuite mobilisée parce qu'elle n'est pas perçue comme partisane, c'est-à-dire qu'elle se revendique comme une information engagée pour les droits humains, une information critique, une information sans compromis, mais ce n'est pas une information qui a pour but premier de dénoncer à tout prix. La dénonciation, elle se fait par les faits. Je reviens, pour revenir un petit peu au cas de guerre et de conflit, comme je l'ai dit, ce n'est pas le premier cas sur lequel on s'appuie, aussi parce qu'on est dans cette zone juridique qui est beaucoup plus compliquée. Et si on reprend le cas de Palestine-Israël, on voit bien que on a récemment, je crois que c'est dans les articles que j'ai mis en commentaire, on a par exemple fait un article sur la bande de Gaza, il y a deux années de ça, ou un an et quelques, je crois, sur l'abolition de la peine de mort, qui est toujours en vigueur dans la bande de Gaza. Il y a plus de condamnations dans la bande de Gaza qu'en Cisjordanie, et puis ça nous paraissait intéressant. Au-delà de ça, en Palestine, on a toujours eu beaucoup de difficultés à obtenir des informations sur les prisonniers qui seraient dans des prisons palestiniennes. Alors, elles sont là, mais c'est difficile d'avoir de l'information. On a beaucoup plus d'informations sur les prisonniers qui sont détenus dans des prisons israéliennes. Vu l'occupation, évidemment, il y a énormément de prisonniers qui sont finalement sortis de leur territoire, puis ensuite emprisonnés par la puissance occupante. Et là, typiquement, on est dans un cas de figure un petit peu délicat de nouveau du côté du droit. Est-ce que c'est un prisonnier politique? Est-ce que c'est un prisonnier de guerre? La question se pose. Ou est-ce que c'est un prisonnier qu'on appelle de droit commun, mais avec une infraction ou un délit qui en fait devient politique? Ça, c'est un grand sujet qu'on voit dans la prison aujourd'hui, avec une tendance un petit peu dans différents pays du monde, qui sont des délits qui, sur le papier, sont des délits de droit commun, mais qui, de fait, sont des délits politiques. Et on parle des atteintes aux droits, on parle de limites à la liberté d'expression pour ne pas troubler l'ordre public, on parle de secret d'État, on parle de préservation. Alors, de facto, ça s'apparente à des emprisonnements d'opinion, mais les États eux-mêmes, dans ce contexte-là, diront que c'est du droit commun. Merci beaucoup. Est-ce que, Bernard, tu es dans la liste? Tu es revenu Tu es revenu, ou sinon nous allons passer à Capucine.
Je pense que tu as beaucoup déjà à réagir par rapport à ça, mais j'aimerais bien, au-delà de la réaction, que tu véritablement nous parles. Alors, qui est Capucine Lejeune? D'abord, elle est journaliste, elle est chercheuse sur des pratiques corporelles. Préparatrice. Elle travaille avec cette association Démocratie qui se situe à Montreuil et qui fait un travail extrêmement intéressant sur toutes ces questions de rapport à la psychiatrie. Alors, où se situe la question des droits humains dans je dirais, ton parcours? Et je sais que tu as une certaine critique par rapport à la réalité de ce qui se passe et la différence entre les intentions et et la réalité. Aussi de la Convention des droits humains. Je n'avais pas allumé le micro. Merci d'abord pour votre invitation. Ce qui d'abord me vient à l'esprit en parlant des droits humains, de faire cette nuit des droits sociaux pendant qu'il y a un génocide en cours à Gaza, je pense que c'est la première chose que forcément je suis obligée de nommer et de citer dans cette intervention, parce que ça me paraît toujours très compliqué d'être dans la théorie et dans les discours. Voilà, quand on a un génocide en cours et que les positions des différents États dans lesquels on vit, dans le Nord global, comme moi qui suis en France, ne sont pas satisfaisantes. Et je trouve que là, à l'heure actuelle, ça devrait occuper toutes les conversations et tout le débat public, en fait. Et que toutes les forces devraient être mobilisées dans l'effort pour le cessez-le-feu. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, pour rebondir sur ce dont parlait Florence, donc sur les prisonniers de guerre, parce que ça va en venir aux luttes que moi je mène au quotidien sur le terrain. Ce terme qu'on entend beaucoup en ce moment de prisonniers de guerre, il nous montre déjà le deux poids deux mesures qu'il y a à la fois en Palestine, en Israël, mais dans le monde entier, parce que c'est toujours les mêmes personnes qui sont d'un certain côté de la barrière. Quand on a des enfants israéliens qui sont libérés, on dit que c'était des otages. Quand on a des enfants palestiniens qui étaient en prison en Israël, on dit que c'était des prisonniers. Donc, on voit que déjà là, il y a une inégalité de fait et qui illustre ce que je disais en avant-propos à Vera, c'est-à-dire que cette déclaration des droits de l'homme, à mon sens, en tout cas dans la réalité que j'ai née en France, c'est que c'est une déclaration des droits de l'homme blanc et qu'elle ne m'a pas forcément concernée, qu'elle est pour moi une théorie, mais que je ne la vis pas dans la pratique. Donc, bon, je me servais de cette image que, voilà, un enfant palestinien qui est en prison en Israël, c'est un prisonnier, un enfant israélien qui est en prison, qui est retenu en Palestine, c'est un otage. Donc, on voit que les mots nous servent à désigner des réalités qui sont différentes et qui n'accordent pas de fait, depuis la naissance, puisque là, on parle d'enfants, des droits qui sont différents, en fait. Nous, on le voit en France, dès l'accès à l'éducation, en fait, donc dès la toute petite enfance, l'accès à l'école publique, l'accès à l'école existe. Les moyens mis dans l'école publique ne sont pas les mêmes, les moyens mis dans la santé ne sont pas les mêmes, selon que l'on vit au centre de Paris ou dans un quartier populaire, ou encore dans les colonies françaises, c'est-à-dire par exemple en Martinique ou en Guadeloupe, où je rappelle, il n'y a pas d'eau potable à certains endroits, sans parler de Mayotte. Donc, plutôt que de parler des droits des humains en théorie, il me semble qu'il y a une question centrale qui est la France est rappelée sans cesse à l'ordre par la Commission européenne des droits de l'homme, par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Comment pourrait-on faire pour que ces interpellations des instances internationales qui représentent les droits de l'homme se traduisent par des effets dans la justice française et se traduisent par des effets dans la société française? Parce que je suis française, mais dans tous les autres pays. Par quels moyens fait-on exister cette déclaration des droits de l'homme et ces différentes recommandations des instances
pour faire exister dans la pratique. Donc ça, c'est une question. J'ai que des questions en fait sur ce sujet-là, plutôt que des réponses. Je pense dans ton lutte, toi, tu travailles aussi sur la question de violence policière et de la criminalisation Oui, tout va ensemble en fait, parce qu'on estime que, évidemment, c'est important pour nous de lutter contre les violences policières et de lutter contre la sur-incarcération des personnes racisées. Mais cette surincarcération, elle découle aussi des manques de moyens mis dans l'éducation. Donc, quand on est... bon, un homme noir ou arabe en France a 8 fois plus de chances qu'un homme blanc d'être arrêté dans la rue. S'il est arrêté à délit égal avec un homme blanc, il a aussi, il me semble, 7 à 9 fois plus de chances d'être condamné. Je parle bien à délit égal. Donc on voit bien qu'effectivement cette surincarcération, elle se positionne sur les mêmes personnes et donc que les droits, sans même parler des droits humains à l'intérieur des prisons, mais d'abord les droits humains de qui va être en prison en fait. Enfin, ça montre une inégalité de fait. En termes de psychiatrie, on assiste. Alors là, il y a un deux poids, deux mesures qui est assez rigolo, si on peut le dire comme ça. C'est qu'un noir ou un arabe qui commet un crime est un criminel, un blanc qui commet le même crime est un malade mental. Donc, on va avoir tendance à... Et pourtant, on pathologise facilement les personnes racisées, mais en tout cas, ça ne leur sert pas d'excuse face à la justice. Ensuite, on assiste aussi au fait que l'hospitalisation forcée et ensuite les traitements qui sont donnés aux personnes racisées sont toujours beaucoup plus forts, comme si un peu c'était des animaux, on va leur donner un traitement de cheval. Et on a régulièrement quand même de graves incidents dans l'institution psychiatrique, et notamment en Belgique l'année dernière, il y a eu un mort, mais en France, ça arrive également. Et c'est pas seulement dans le milieu de la psychiatrie, mais c'est également dans tout le domaine médical. Cette semaine, on a encore une petite fille qui est décédée en France, qui avait 12 ans, qui a fait un malaise pour qui les parents ont appelé les pompiers, qui ont refusé de la prendre en charge et qui se sont moqués d'elle pendant 30 minutes chez elle. Et suite à leur départ, elle est décédée parce que ses parents étaient d'origine africaine et vraisemblablement, il y a eu un défaut de prise en charge parce que sa souffrance n'a pas été prise en compte. Donc, en fait, c'est le problème de l'incarcération, c'est le symptôme ultime, mais il découle des inégalités de fait depuis la naissance, en fait, pour les personnes racisées et les personnes des classes populaires en France. Peut-être on revient sur les instruments de lutte que vous utilisez pour, pour lutter contre ces injustices, parce que toi, tu es aussi une activiste et je pense il y a des formes d'appropriation des lieux, d'actes dans la rue qui sont intéressants à comprendre et à partager peut-être. Oui, là, on va rebondir sur la conversation précédente en termes d'urbanisation. C'est vrai qu'on assiste dans toute la banlieue aujourd'hui à un phénomène de gentrification. Et à Montreuil, pour lutter contre ça, on réquisitionne, on occupe des bâtiments. Et notamment, on occupe un squat qui s'appelle le Hangar dans le Bas-Montreuil, qui permet d'héberger des collectifs, d'abord d'héberger des personnes en situation de précarité, notamment certaines personnes exilées, mais aussi de faire vivre des activités de différents collectifs. Et dans ce cadre-là, on est en train de créer un centre de soins communautaire qui permet effectivement de pallier les manques des services publics dans nos quartiers. Je crois que cette dimension que tu touches, notamment par rapport aux personnes racisées, c'est extrêmement important de le dire, et d'autant plus que j'ai l'impression, au moins dans notre société française, qu'on n'est pas dans une pente qui s'améliore, mais plutôt dans une pente qui se détruit. Euh, et ceci à la fois au niveau parlementaire,
C'est-à-dire qu'il y a des lois horribles qui nous pendonnaient, et aussi au niveau du comportement de la police, du comportement même de certains citoyens par rapport à cette question-là. Et je crois que c'est extrêmement important de justement mettre en valeur les droits à ce moment-là, à ce moment où où je dirais la loi du plus fort semble devenir celle de la société, c'est quand même d'essayer de croire que, ou de renforcer la possibilité du droit et de montrer à quel point ces injustices sont pas tenables, relèvent de siècles passés, relèvent de logiques qui devraient depuis longtemps être effacées. Et peut-être dans ce logique-là, on redonne la parole à Florence. Alors Bernard n'arrive pas à revenir, hein. Malheureusement, il y a un problème technique. Peut-être on va demain dans une autre section encore peut lui donner la place, mais je pense, si vous êtes d'accord, prendre un peu donc la parole, on rebondir peut-être sur ce que Capucine Legel a dit, sur votre travail de Prison Insider. Voilà, à part précisément des questions. Non, non, merci. Merci. Merci Capucine, parce que c'est vrai que c'est très bien de t'entendre sur ces différents sujets. Alors, je rebondis sur ceux qui sont liés à la prison, qui sont ceux pour lesquels je peux parler ce soir, mais la dimension discriminatoire, elle est terriblement présente dans la prison. Et comme tu disais, Capucine, au moment de la justice, c'est dans la prison aussi. Et elle est d'autant plus difficile à déconstruire en France sur le fait de se cacher derrière l'absence de statistiques d'origine. Et donc, en fait, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, mais en même temps, c'est difficile de mettre des mots dessus, et en même temps, c'est documenté. Malheureusement, ou heureusement pour la France, c'est pas du tout le seul cas, hein. On le voit dans une énorme majorité de pays du monde. Les personnes qui sont en prison, ça ne va jamais être celles qui appartiennent à la classe dominante, que ce soit en termes d'économie ou de groupe ethnique, de langue ou de religion. On retrouve toutes les minorités dans toutes leurs formes. En Australie, on a la population aborigène qui est terriblement surreprésentée. Aux États-Unis, évidemment, on parle, c'est même peut-être pas la peine d'en parler, mais les Noirs américains qui font l'objet d'une incarcération, alors on ne va pas dire systématique, mais quand on regarde les statistiques, on a l'impression que ça devient quasi systématique. Et quand on regarde à l'échelle d'une famille, puisqu'on sait que l'incarcération produit des conséquences vraiment sur toute la famille, eh bien dans ce cas-là, aux États-Unis, on a la majorité des hommes noirs ou des familles noires qui auront connu la prison de près de par leurs frères, leurs fils. Est-ce qu'on arrive à faire un lien avec le capitalisme par rapport à ça? On peut, certains font le lien en disant que la prison... Alors, la théorie de la prison, c'est le maintien de l'ordre. C'est pour garder le cadre, c'est que quand l'État donne un certain nombre de règles, en théorie, de vivre ensemble, la prison vient pour sanctionner ces règles si elles ne sont pas respectées. Ça, c'est la théorie. Dans les faits, on a beaucoup d'analystes qui disent que les délits et les crimes sont quand même dessinés de façon différente, qui touchent les plus pauvres, que s'ils sont dessinés de la même façon, ils vont toucher les pauvres ou les gens défavorisés ou les minorités, les personnes d'origine étrangère. En France, on a l'instrument terrible, la comparution immédiate, qui équivaut, de ce que j'entends, à une sanction d'emprisonnement quasi automatique. Et ça, de ce que j'entends, c'est directement lié à votre origine sociale et économique. Quelqu'un qui serait d'une bonne famille blanc n'aurait pas, en comparution immédiate, les mêmes risques que quelqu'un qui vient de la banlieue, qui a le prénom, etc. Est-ce que la prison comporte une dimension de maintien des inégalités? C'est quelque chose qu'on dit, c'est quelque chose qu'on entend. Les statistiques sont pas rendent pas cette hypothèse complètement déraisonnable. Après, en tant que Prison Insider, nous, on fait aussi un point d'honneur de ne pas se prononcer sur le bien fondé de la prison, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas critique. On est critique à l'égard d'un usage déraisonné de la prison, de toutes sortes de personnes qui ne devraient, d'après tous les éléments du droit, ne pas être en prison.
Ce qu'on aimerait, c'est amener la conversation de façon critique pour que chacun puisse se positionner sur le recours à la prison. Et l'idée, c'est de le déconstruire aussi. Si on part du principe des normes en prison et des droits, et si on imagine alors je ne vais pas l'appeler une utopie, mais si on imagine une hypothèse où tous les droits des personnes détenues seraient respectés et qu'il n'y aurait que la privation de liberté, ça serait, à mon avis, et là c'est moi, tellement peu faisable économiquement, pragmatiquement, que la prison d'elle-même se déconstruirait. Donc l'intérêt aussi de regarder ce qui se passe à l'intérieur de la prison, qui est souvent cette zone où on ne regarde pas trop, 2 ans, 10 ans, 5 ans, 6 mois dedans, on sait que c'est dur, mais enfin on ne rentre pas dans le détail. Nous, à Prison Insider, on veut justement rentrer dans le détail pour montrer que la personne, quand elle est derrière les barreaux, elle est aussi humaine que ce qu'elle était avant, et que ce qui se passe sur ces 6 mois, 2 ans, 6 ans en prison est extrêmement important pour cette personne-là, pour sa famille et pour le reste de la société. Et c'est aussi un argument qu'on essaye d'amener, c'est de dire plus la prison détruit, et c'est évident qu'elle détruit, plus la prison détruit, moins elle permet de réintégrer des personnes de façon constructive. Si on a affaire ne serait-ce qu'à on va dire une délinquance relativement peu grave, mais qui est quand même une délinquance systématique, l'intérêt de la société serait qu'une sanction comme la prison puisse permettre à cette personne-là de ne plus être délinquante. La prison, dans ce qu'elle a d'humiliant, dans ce qu'elle a d'infantilisant, dans ce qu'elle a de traumatisant, très fréquemment, va créer des gens qui seront encore moins susceptibles qu'avant de se dire, bon, on va se ranger, on va essayer d'arrêter ces choses-là. Capucine, tu veux peut-être directement rebondir, si j'ai bien vu. Avant, on va intégrer notre dernière speaker dans cette ronde. Capucine. Oui, c'était pour rebondir sur ta question, Rudy, concernant le rapport entre prison et capitalisme. Florence est certainement plus spécialiste que moi, mais il y a quand même cette notion d'industrie carcérale. On sait qu'aux États-Unis, la prison, ça rapporte beaucoup d'argent. En France, ça commence à en rapporter aussi. Et qu'il y a même un business sur ces écoles de redressement, là je parle des États-Unis, pour adolescents, qui pareil, c'est une industrie qui pèse des milliards. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est quand même assez indissociable. C'est ce que je voulais d'un système économique. Ça, c'est sûr. Et il y a ce mot précisément la force productive du crime, qui veut dire que c'est un champ et malheureusement ça devient de plus en plus un champ d'investissement, malheureusement aussi en Europe. Il y a un intérêt politique à garder des classes sociales qu'on va incarcérer en masse pour avoir un travail, une main-d'œuvre à bas coût, en fait. Je crois que, étant donné que Bernard n'est pas là, j'aimerais juste, et on peut, tu as complété les statistiques, Florence, c'est quand même le comparatif entre un pays et un autre, et puis le comparatif entre la masse de personnes incarcérées et les réels faits graves, je dirais. Oui, alors d'abord, le premier constat statistique, c'est que la proportion de personnes en attente de jugement est déraisonnablement haute. Alors, j'ai plus les chiffres en détail à l'échelle du monde, mais dans certains pays, on a 80% des gens en prison qui sont en attente de jugement. C'est souvent des pays où les systèmes juridiques sont tellement dépassés, tellement lents. Il n'y a peut-être même pas d'ordre d'incarcération, donc on n'est même pas dans une incarcération même temporaire. Donc ça, c'est une énorme masse de gens en prison. Ensuite, on a une grande majorité de délits. Alors, ça va être qualifié de façon très, très différente d'un État à l'autre. Et là, je ne suis pas juriste, donc je ne vais pas m'avancer dans les détails. Mais je veux dire, on peut avoir des choses aussi diverses que pendant la Covid, documenter la contagion pouvait vous amener en prison dans certains pays. Dans certains pays, l'avortement vous amène à la prison, mais même en allant plus loin de l'appartement, la fausse couche.
puisque entre fausse couche et avortement, au niveau médical, il y a parfois voilà, donc certains pays d'Amérique centrale où la fausse couche peut vous amener en prison. Il y a beaucoup de pays aussi qui criminalisent ce qu'on appelle les délits mineurs ou les délits liés à la pauvreté, que ce soit la mendicité, que ce soit le fait d'être sans abri. On sort en ce moment une série qui s'appelle Pris dans la spirale, dont le titre évoque vraiment ça, c'est-à-dire que vous êtes trop pauvre pour avoir un toit et avoir de quoi vous nourrir, vous allez vous débrouiller pour survivre. Et ce fait-là de survivre, en Afrique du Sud, par exemple, le fait d'avoir votre sac de couchage sur le trottoir équivaut à de la poubelle, enfin comme si vous aviez jeté de la poubelle, et vous allez être d'abord soumis à une amende, si vous ne pouvez pas payer l'amende, bien évidemment, ensuite en prison. Donc ça, c'est quand même la plus grande majorité des gens en prison. Après, on a aussi des choses plus graves, évidemment, qu'on a tous les crimes qui occupent plus notre imaginaire. J'ai pas de chiffres à l'échelle mondiale parce qu'il faudrait aussi qu'il y ait une unicité finalement dans la définition des crimes, mais on est dans une minorité. Pour rebondir juste par rapport à la question de la dimension économique ou de l'intérêt économique à la prison, alors effectivement, comme dit Capucine, aux États-Unis, on est dans un système de production, enfin un système de production de richesse à cause des prisons et à cause du travail des personnes détenues. Certains analystes le décrivent comme venant en ligne directe de l'esclavagisme, que dans certains États, au moment où l'esclavagisme a été annulé, en fait, les moyens de production ont été directement transférés de la plantation à la prison. Moi, je n'ai pas plus de détails, mais ça paraît assez documenté. Dans d'autres pays, c'est peut-être moins économiquement tangible ou démontrable. En France, on cite souvent le chiffre que le détenu coûte 110 € par jour. On peut se dire, oh là, mais dis donc, 110 €, c'est déjà beaucoup. Rappelons qu'avec 110 €, on est susceptible de dormir par terre, d'avoir des cafards dans la chambre, de ne pas avoir accès aux douches. Donc, visiblement, les 110 € sont quand même beaucoup trop chers pour les conditions de détention. Et ce qui est par contre avéré dans de nombreux pays, et nous, on avait fait un dossier sur la santé mentale et la prison, c'est que les insuffisances dans le monde libre à l'extérieur, notamment en psychiatrie, mais ça peut aussi être en éducation spécialisée, ça peut être en encadrement social, ça peut être en traitement des addictions. Toutes ces insuffisances-là créent des situations où les gens seront susceptibles d'être inculpés à une peine de prison et se retrouveront en prison. Donc on va se retrouver avec la prison qui vient comme une solution, entre guillemets, une non-solution à tous les autres maux qui ne sont pas traités parce qu'on a déconstruit, désinvesti dans le système de santé, on n'a pas de système, enfin, c'est difficile au niveau éducatif si on est entre deux, etc. etc. Oui, merci. Il aurait encore 1000 points à discuter et aussi sur précisément ce festival que vous avez mis en place qui s'appelle Concertina et qui est autour des questions de l'incarcération. Et c'est intéressant de dire, j'utilise le format d'un festival, de fêter la discussion autour de ces problématiques sociétales dures et importantes à partager, très accessibles et à travers des approches culturelles différentes. Et ça, c'est aussi un format d'activisme qui est intéressant. Et comme ces 24 heures jouent aussi sur échanger sur les instruments de lutte, j'ai voulu encore citer ça, mais là, je vais même changer la langue because we are now going to Thessaloniki and I'm very happy if you know that there's translation. If you want to follow us, you find the translation on the bottom interpreter. So Zoe Adiosi, I'm very happy that we see us again here. Last time we were on the global campus of human rights in Venice, and we did a kind of pre-event for this night. And yeah, I'm happy that you are with us. I hope you could follow a little bit the discussion in the translation. You are also an advocate, so the question of
the rights of those who are in danger and who are in in prisons, I think is also a question which you are touching, but in forefront also all this question about intersectional fights, because you are working on the fields of ecology, social rights, and I think this is one part of your activist, but you are also a teacher, and you are teaching at the campus you teach of human rights, and I'm just curious about maybe these different formats of acting, as we just heard, to being witnessing, observing, criticizing, but also activism, acting, and how and teaching, and how you are dealing with these different insights and what is changing the approaches. Thank you very much. I'm very honored to be here, and thank you for the invitation. Let me just correct you that I'm not currently a teacher at the Global Campus of Human Rights. I was in the previous years and until a couple of months ago. But I'm still part of the Global Campus of Human Rights family, let's say. And I visit every time they invite me for teaching. I have followed the discussion, and it has been very interesting and inspiring to see these voices coming together to discuss human rights. My background is mainly on human rights education. So I'm a human rights educator, that I'm trying to also at the same time, be a scholar activist. So what that means is that we use research, teaching, publishing about human rights, contributing to discussions, raising awareness about human rights, to basically use academic knowledge and literature, reliable, let's say, knowledge, to push the agenda to improve human rights at the same time. We celebrate the 75 years of the Universal Declaration of Human Rights. So this is a big issue, but I also think it's important to be critical about it, to see how we can actually identify the points that it can be improved and can be applied to the real world, let's say. Yes, so my work is between academia, advocacy, and practicing as well, law. I used to practice law. But my preferred field is climate justice. So I care about environmental rights as human rights, and how we can move the agenda of human rights into a more ecological, let's say, discussion. This is why I'm using law and philosophy in my work, because through philosophy, we can imagine as well. We can be creative in our thinking. But in law, we know that there are these rules that you have to follow as the rules say. But philosophy can help us be more creative and imagine what human rights should actually be doing. Because can I ask a very provocative question who connect with what we listened before? Is there an ecology of prison? Can we think another way of law and of rights in the prison, and in I think also in the anti-colonial situation with the factor of ecology? That's an interesting question. Maybe Florence is better equipped to answer this question. Was not the goal to bring you in. Yes. Yeah, I don't know if there's not a direct. There's maybe another question, because when I think it's interesting, Zoe,
I read the article about state terrorism, which you write, and I think you use the approach of philosophy to understand the use of terms, democracy and terrorism. And I think this was very interesting how you worked with a philosophical approach. You worked on the question of, for me, of human rights, of democracy, and of the terms we are all the time using, but we are not looking behind the politics of appropriation of these terms. And I think this can lead us back to the discussion we just had on Absolutely. Yeah. Thank you for this, for pointing out this. And this is why I also enjoy having one foot on activism and another foot on academia, like they say, because through academic discourse, you can actually deconstruct all these stereotypical understandings of what human rights are or what fairness and justice. And this can actually help us also improve the situation of human rights. I mean, the Universal Declaration becomes 75 years ago. There was not an issue about the environment, like we say, or about environmental rights. So language about these issues is missing. So it's interesting to have discussions about the Universal Declaration. Of course, it's a very important document. It's like the blueprint of what human rights should ideally protect. But there is a space for critically discussing, for including voices from different disciplines. I like that this event you are hosting has different disciplines and is inclusive, and we can all basically have the same goal of looking at human rights from different lenses, but it's all about human rights and fairness, and I enjoy that. Mm-hmm. And yeah, I'm coming back to, because I think this is very important, because so much democracy, terrorism, these terms are used. Maybe you are interested to come back on this reflection you did. Yes, absolutely. You know, there is a tendency, like in today's world, that we have all this disinformation and all these communication tricks. Even in the production of knowledge, this can be observed, at least in academia. So, for example, in this question that you've raised about what does it mean really to talk about democracy? What does it mean really to talk about terrorism? And so I find it interesting to really deconstruct these, you know, topics in order to see what is the essence of it, and not just allow people in power use them selectively to incriminate specific groups. So there is a role, there is a chain of different links in this process that is all about fairness and human rights, but it is more about political approach. This democratic or this terroristic, it's there is a mix, and it's not clear the boundaries or the, you know, the borders of these meanings of these terms, because it's very much politically infused, and they are being translated in a way by people that have different interests in looking at these terms and what they do. So from a human rights perspective, this is what is important to point out, that we are highlighting, exposing these, you know, attempts. And I mean, it is a complex world that we are living in, but human rights brings us hope that there is a better world possible in a way. So I remember when we were in the campus, you have the Human Rights Convention, but you have two other conventions too, which are in the place. And I think it's the African Convention, but maybe you can tell us a little bit more, and how you teached human rights, even if you are criticizing the convention. So how can you teach the doubt, but still transfer knowledge? This is a challenge, but this is the beauty of you know, education in a way. I enjoy using the Socratic method. So I start from the point of
offering a safe place to discuss, to critically start developing our thoughts in a way that, it will make sense to an interlocutor, to someone that we will discuss with. But my approach is to offer tools to develop a critical thinking process. I think it's important for people studying human rights to develop a way to critically think about human rights in order to also contribute into the improvement of this field. So it is challenging. And, I also find interesting that we also, as a trainer as well, we need to work with our own stereotypes. And it's one thing to teach, but I think it's important to also live up to these values that the Universal Declaration of Human Rights or human rights as a field are promoting, to also try to incorporate all these rules and values into our own lives, no matter where we are located or what we do for a living. So human rights education is a lifelong process, is a project for centuries, like they say, but it contributes to the realization of human rights, so it has an important role. How can you react at the point of critic who Capucine say, yes, but it's never use it, and it's the right is not the same for each person. But Capucine, you can also go off. I will not speak for you. No, as you. I should go, or Capucine should reply? No, I think it's fine by me. No, I think je vais parler en français du coup, moi. Mais okay. Oui, j'entends ce qu'elle dit effectivement sur le fait de, évidemment, on doit continuer de les utiliser et on doit souhaiter qu'ils s'améliorent. Là où j'ai une différence, that the space is improved. Where there is a difference is that vers quelque chose qui s'améliore. Donc j'ai beaucoup de mal à cerner comment je pourrais être optimiste sur le fait que ces droits de l'homme deviennent, soient étendus à chaque humain, en fait. Voilà. J'ai du mal à être optimiste là-dessus. Mais j'entends la nécessité de les enseigner, de travailler avec, quand bien même on a à critiquer leur application, en fait. Normalement, je ne ferai pas de promotion, mais parallèle pour cet événement, on a mis en place une site web qui est pensée comme une archive ouverte où on a publié la convention et où on a commencé derrière les mots faire des traductions en utilisant les dictionnaires différents, mais c'est pensé que vraiment une nécessité que notre communauté commence à remplir dans plusieurs langues avec d'autres conventions, à mettre en miroir cette convention et l'agir, la critiquer, la repenser sans la détruire. Mais lié avec la réalité de lutte dans laquelle vous êtes. Peut-être j'aimerais bien encore parler d'un exemple qui I just wanted to speak about one example which I think could bring together the different approaches. This is a prison in Buenos Aires. And it's in the center of this prison, there's a university which can be visited by the prisoners, but also it's a public university by citizens, students. And it's remarkable how this prison has a lot of prisoners are studying there, and they have so much success that the prisoners are not coming back, not committing crimes after having a degree, after passing by this education. And it's to see precisely this time as a time of formation and of qualification, and not in the time of being excluded from society
in discrimination. And I think for me, this was, I don't know about the condition there now, but 10 years ago. And tomorrow? Now and tomorrow, because of different political changes, but which shows that education and giving the right of a human being to learn and to grow in every condition, I think this is a very strong symbolic. Maybe we make a last round, a statement, one sentence, one mission you want to say, and then we have to hand over to our very short colleagues. So, dans la langue que vous voulez, peut-être une dernière phrase ou un appel ou une prise de position. Florence, vous aimeriez commencer? Simplement une réflexion sur l'outil des droits et des droits humains dans toute sa puissance et dans tout son potentiel, et en même temps dans toutes ses limites et son mésusage. Et je suis vraiment très sensible aux deux. J'étais cet après-midi à une autre intervention dans le cadre des droits humains où on parlait de l'état de droit. Et certaines des présentatrices disaient qu'il fallait justement se réapproprier ces outils-là, dont une parlementaire européenne qui disait il faut que l'Europe devienne beaucoup plus légaliste. Et c'est une des forces qu'elle a, et c'est une des possibilités qu'elle a pour non seulement lutter contre le retour en arrière, mais aussi le manque de substance ou de tangibilité dont parle Capucine et que je comprends bien. Donc je pense que c'est une des valeurs de cet outil ou de ces outils, c'est de s'en saisir et d'exiger d'eux qu'ils soient absolument à la hauteur de leurs promesses. Je suis d'accord que c'est encore à voir, mais il faut y croire. Merci. Merci.